rejoindre dans ce nouveau numéro de votre émission. Bienvenue à tous sur ce plateau. Nous avons le plaisir de recevoir Idriss Katenga, qui est donc président de la CIME. La CIME, c'est la Commission d'intégrité et de médiation électorale. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, comment allez-vous? Oh, nous allons bien, madame. Alors, vous revenez sur ce plateau après que vous ayez partagé avec le peuple congolais le contenu de votre proposition du dialogue pour la paix en République démocratique du Congo. Idriss Katenga, comment se porte votre démarche? Bon, notre démarche a beaucoup évolué, madame, après mon dernier passage ici, puisque il vous souviendra qu'à l'époque, il y avait deux initiatives principales. Il y avait d'abord le pacte social. Porté par le couple CC5Co. Exactement. Et puis nous avions notre initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. Bon, et à l'initiative du chef de l'État, nous avons pu procéder à la jonction de deux démarches. Alors, aujourd'hui, vous êtes en train de dire que la plateforme de confession religieuse avec la CIME et le couple CC5Co regardent désormais dans une même direction pour la paix. Bon, exactement, mais ce que je peux dire, c'est que nous avons travaillé ensemble avec la CINCO et l'ECC et nous avons produit une feuille de route que nous avons rendue publique. Donc aujourd'hui, il existe un seul document. Il y a une feuille de route. Ce document critiqué par l'évêque Dodo Kamba. Bon, je n'ai pas suivi les critiques de l'évêque Dodo Kamba, mais d'après ce que j'ai entendu à gauche et à droite, il semble que lui souhaite qu'on mette en place d'abord une commission vérité et réconciliation et après seulement on ira au dialogue. Je crois qu'il y a comme une inversion au niveau de la chronologie. On ne peut pas mettre en place une commission vérité et réconciliation de manière unilatérale. La commission vérité et réconciliation est parmi les grands livrables qu'un dialogue peut mettre en place. Parce que ce sont des outils. On ne peut pas commencer par la mise en place de la commission. Non, madame. On doit commencer par le dialogue et la commission va s'en suivre, c'est ça? Non, d'abord, il faut que les gens comprennent. Le dialogue, pourquoi? Le dialogue, parce que comme nous l'avons dit et depuis toujours, il faut réconcilier les Congolais. Il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Ce n'est pas un dialogue pour aller se partager du gâteau. Je vous avais déjà dit, je vous avais déjà dit, il faut sur votre la mémoire des plateau, Congolais, je vous parce avais que certains dit, restent aujourd'hui, gardent une position contre le dialogue. Parce que les Congolais sont habitués, quand on parle de dialogue, c'est aller se partager les gâteaux, ceux qui ne sont pas au pouvoir reviennent au pouvoir. Ce que je vous avais dit, Madame Noëlla, si vous vous souvenez, c'est que cette approche de dialogue qui consiste à se mettre ensemble pour ne voir que les aspects politiques, le partage de pouvoir, c'est ce qui fait qu'à chaque fois, les conflits reviennent. Parce que tous ceux qui ne sont... On ne peut pas tout le monde au pouvoir au même moment. Il y aura toujours ceux qui seront en dehors du pouvoir et ceux qui seront en dehors du pouvoir. Et si pour nous, les dialogues signifient toujours le partage du pouvoir, eh bien ceux qui seront en dehors vont toujours prendre les armes pour dialoguer et puis c'est tailler une place. Ça deviendra une habitude. Ça deviendra une habitude et une mauvaise habitude. C'est pour cela que nous avons dit, cette fois-ci, il faut aller en profondeur. Heureusement que même la CINCO et le CC disent la même chose. Nous devons aller voir à la racine ce qui nous divise. Et nous mettons un grand accent sur les problèmes des communautés, les problèmes communautaires. Tous les politiciens surfent sur les conflits communautaires et c'est ce qui divise. Notre pays est aujourd'hui plus divisé que jamais. Alors nous disons qu'il faut nous réconcilier. Alors on ne peut pas se réconcilier en commençant par mettre en place une comité vérité et réconciliation. Non. Nous sommes d'accord qu'en tout cas, on ne peut pas consacrer l'impunité si nous voulons sortir du cycle de violence que nous avons vécu au pays. Alors, mais s'il vous plaît, je termine. Mais si vous voulez, il faut mettre, si nous allons mettre un jour la commission vérité et réconciliation, il faut que ce soit une commission consensuelle. Il ne faut pas que ce soit une commission mise en place par certains et contre les autres. Voilà, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Alors, vous insistez sur ce dialogue. Et nous allons nous rappeler que c'était sur l'initiative du président de la République que vous êtes retrouvés autour d'une table avec le couple SCC5Co qui avait initié cette démarche. Alors,
ce dialogue, ce sera avec Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui condamné, Nanga, qui est aujourd'hui comme responsable de l'AFC M23, qui tue dans la partie est de la RDC. Ça sera avec qui? Madame, nous refusons cette approche individuelle. Nous, on quoi? ne cible pas les individus. Ah, okay. À ce stade, nous ne pouvons pas dire que le dialogue, c'est tel, tel, tel. Pour nous, le dialogue, c'est avec tous ceux qui sont capables de contribuer pour mettre un terme à la situation que nous vivons maintenant. Vous parlez des individus, moi je n'aime pas cette rhétorique-là. Non, mais vous dites clairement que c'est avec toute personne qui peut apporter quelque chose pour la paix en RDC. Vous savez, il n'appartient pas aux médiateurs d'arrêter la liste de ceux des participants à un dialogue. Ce sont les partis, toutes les parties. Avant le dialogue, madame, nous devons prendre langue avec toutes les parties prenantes. Donc, vous envisagez rencontrer aussi Joseph Kabila Kabange, condamné? Bon, et je n'aime pas qu'on bloque les débats à ce niveau-là. Si nous pouvons passer... Non, mais vous ne pouvez pas échapper à cette question parce que vous avez parlé de tout le monde. Vous avez besoin de tout le monde. Et il ne faut pas ignorer que Kabila a géré ce pays. Kabila a été sénateur à vie avant d'être condamné. Bon, je reviens sur ce que je vous ai dit. Il n'appartient pas aux médiateurs de dresser la liste. Mais la liste de consultation, je vous dis que nous allons consulter tout le monde, sans mettre de l'emphase sur un individu, sur une personne particulière. Mais nous allons consulter tout Nanga, le monde. Vous allez consulter Kabila. Mais pourquoi voulez-vous vous focaliser sur les individus? Parce qu'ils sont condamnés. Non, vous savez. Et ce sont eux qui sont dans la partie Est, selon certains qui affirment que Joseph Kabila, avec sa plateforme Sauvons le Congo, il est là à la manœuvre. Madame, si le dialogue traîne à être convoqué jusqu'à aujourd'hui, c'est justement parce que nous regardons les individus. Ces questions-là charrient beaucoup de passions. Donc si vous voulez dépassionner... jusqu'à ce jour n'a pas encore convoqué le dialogue, c'est parce qu'il est en train de regarder, parce que c'est lui qui peut accepter de convoquer ce dialogue. Non, pourquoi vous voulez citer les individus? Ne parlez pas du président de la République. C'est lui que qui vous a donné, qui vous a recommandé d'aller vous mettre autour d'une table. Oui. Et c'est lui qui avait encore dit qu'il va convoquer le dialogue au moment voulu. Mais c'est cela. Alors, vous voyez, donc, vous voulez dire que si le président n'a pas convoqué aujourd'hui, c'est parce à cause de tel ou tel autre individu. Moi, je vous dis, le président attend le moment. Mais notre rôle à nous, médiateurs, c'est de lui rappeler que le temps presse. Est-ce que vous avez déjà déposé votre rapport? Quel rapport? Ce rapport, après le travail qui a eu lieu entre... C'est une feuille de route, nous avons cette feuille de route est déjà chez le président de la République, Félix Tshisekedi. Tout à fait, parce que l'harmonisation avec la CENCO et l'ICC s'était faite sous les auspices d'une commission mise en place par le chef de l'État lui-même. Alors, ça fait combien de temps que vous avez déposé ce document? Bon, il s'est passé des mois par rapport à ça. Alors, aujourd'hui, les accords ont été signés entre la RDC et le Rwanda. C'était en présence de Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Comment est-ce que la CIME a accueilli cette action? La CIME a accueilli très favorablement la signature de l'accord. Mais encore faut-il savoir que cet accord-là ne résout pas tous les problèmes. Que je sache, l'accord a été signé par la République démocratique du Congo et notre voisin, le Rwanda. Bien entendu, avec le médiateur, les États-Unis. Et il y a beaucoup d'aspects, le retrait des troupes rwandaises, il y a les problèmes économiques, ainsi de suite. Mais en même temps, ça ne résout pas totalement les problèmes. Les Congolais vont demeurer, les Congolais ne sont toujours pas réconciliés. Vous savez, nous faisons très attention à ce qui se passe à l'Est, mais il n'y a pas que ce qui se passe à l'Est. Le pays est divisé, le conflit de l'Est a affecté nos communautés. Donc nous ne devons pas être dupes, nous ne devons pas nous leurrer, nous devons consolider le front. Alors, mais s'il faut pour faire face à la guerre de l'Est, il faut consolider le Front National. Eh bien, faisons-le. Faisons-le. Mais nous savons que toutes les guerres qui se sont déroulées au monde, madame, elles se sont terminées autour d'une table. Une table. Alors, vous avez dit que, oui, la signature de l'accord ne devrait pas résoudre les problèmes. Aujourd'hui, on sent que
la situation s'est encore dégradée. Les sécuritaires dans la partie est, les RDC, touchant même une partie de Uvira. C'est arrivé moins d'une semaine après la signature de ces accords, alors que certains ont applaudi pour dire que maintenant, c'était la fin de la guerre. Aujourd'hui, est-ce que vous arrive de vous dire que vous avez raison? Non, ce n'est pas un problème d'avoir raison. On ne peut pas chercher à avoir raison, mais nous cherchons à apporter notre contribution pour résoudre de manière définitive le conflit. La prise d'Uvira par l'AFCM 23 n'enlève en rien la valeur de l'accord signé à Washington. Mais lorsque le document a été... Je termine, madame, je termine. Ok, allez-y. Par contre, hein, la prise d'Uvira nous interpelle sur nos propres responsabilités. Okay. Parce que ça nous doit nous pousser à nous interroger qu'est-ce que nous avons manqué de faire pour que cela arrive. Vous comprenez? Qui vous a dit que Uvira est tombé? Mais vous ne le savez pas, comme journaliste, vous ne le savez pas? Vous ne le savez pas? Nous n'avons pas le droit, nous. Mais le monde entier a condamné. Même le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni pour ça, madame. Ça m'étonne que vous, personnalité très informée, que je sache, que vous puissiez... Non, mais nous suivons de près la situation. Mais Christian Bossembe a dit, bon, les journalistes n'ont pas le droit de le dire. Et officiellement, jusqu'à ce jour, le gouvernement congolais n'a pas dit clairement au peuple congolais. Donc, en posant votre question, vous m'avez piégé pour avoir... Heureusement que je ne suis pas journaliste. Mais moi, j'ai réfléchi sur ce qui se passe au pays parce que je voudrais qu'on y apporte une solution. Donc, la situation qui s'est passée à Uvira, que je condamne, parce que toutes les fois que la population du pays est déstabilisée, il y a mort d'hommes. Et avant d'arriver à Uvira, je ne connais pas les nombres, mais je sais qu'avant d'arriver à Uvira, sur la plaine de la Ruzizi, partout dans les zones qui ont connu la guerre, il y a eu mort d'hommes. Ça, on condamne. Et nous ne pouvons pas applaudir les tueurs. Ça, nous condamnons. Mais en même temps, nous ne devons pas nous limiter à la condamnation. Nous devons nous interroger qu'est-ce que nous aurions dû faire de plus sur l'accord de Washington, avant l'accord de Washington ou après, pour arrêter, pour faire en sorte que ce qui est arrivé avec Uvira n'arrive plus ailleurs. Alors nous avons suivi les différentes sorties médiatiques de membres du gouvernement, porte-parole, premier ministre et même le président de l'Assemblée nationale. Tous semblent être tournés vers l'accord de Washington, comme si la solution ne reste que... Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce que la République démocratique du Congo n'est pas un îlot à part. Nous faisons partie de la communauté des nations et il y a des règles pour le bien vivre ensemble au niveau international. Mais moi, je pense qu'on ne devrait pas s'arrêter là. Il faut regarder à nos propres responsabilités. Est-ce que nous n'avons rien à faire? J'ai suivi les débats au Conseil national de sécurité. En tout cas, je me réjouis qu'à l'unanimité, les membres du Conseil ont condamné le Rwanda. Mais ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Ça devient une habitude. Non, ça devient de réunion. Non, s'agissant du Rwanda, ça inquiète les Congolais. S'agissant du Rwanda, la communauté internationale n'a pas beaucoup condamné comme elle le fait maintenant. Est-ce qu'il fallait attendre les beaucoup ou déjà la première? Moi, je pense que la première condamnation devrait déjà produire des résultats. Madame, moi, mon problème, c'est que nous puissions tirer profit de cette bonne disposition de la communauté internationale qui voit maintenant qui est agresseur et qui est fauteur de troubles chez nous. Et encore une fois, pour revenir, pour nous interroger, qu'est-ce que nous pouvons faire? La situation au niveau international aujourd'hui, c'est une opportunité. Et une opportunité, il faut savoir la saisir quand elle est là. Parce que si elle passe, c'est trop tard. Au moment où nous condamnons le Rwanda, nous condamnons d'autres mènent des plaidoyers pour détruire notre propre plaidoyer. Mais qu'est-ce que nous faisons? Au niveau national, j'ai suivi parmi les déclarations, une déclaration qui m'a intéressé particulièrement. C'est laquelle? Celle de l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies. Il a condamné sans embâche le Rwanda, en tout cas sans langue de bois. Mais il dit en même temps, dans une très courte phrase, il souligne un problème communautaire qui est réel. Vous voyez? Or, c'est là que nous, au niveau de la CIMI, nous mettons vraiment l'accent. Donc, nous devons enlever tous ces prétextes-là à tous ceux qui en profitent.
Voilà notre approche. Alors, la CIME, c'est une commission d'intégrité et de médiation électorale. On voit l'intégrité, donc vous êtes dans tout ce qui est conflit et tout. Plus de 5 mois a passé, 6 mois, bon, c'est vrai que la guerre dure un peu hein, depuis des années. Cette crise-là ne révèle pas aujourd'hui à la face du monde la faiblesse aussi hein, de la CIME qui devrait réellement jouer son rôle pour mettre fin au conflit, comme vous avez toujours applaudi le travail que vous avez toujours réalisé. Madame, je vous dis toujours qu'un médiateur, c'est pas, il ne rentre pas dans l'arène pour en découdre avec les partis. Je vous dis toujours que le médiateur... le médiateur doit aussi bien jouer son rôle. Mais justement, il joue son rôle, mais la comme solution... aujourd'hui, Trump qui a joué son rôle de médiateur, les accords ont été signés. Mais les accords ont été signés et vous avez relevé que Ouvira est tombé en même temps. Voilà, un médiateur... Mais vous, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Mais nous, je vous dis que nous avons non seulement mis en place une initiative interconfessionnelle pour faire face à ce problème, mais nous vous avons dit que puisqu'il fallait harmoniser avec nos compatriotes de la CENCO et de l'ECC, nous avons produit après avoir fait de tout ça, oui. Vous êtes rentré dans vos bureaux, vous asseoir, oublier la situation. Qu'est-ce que vous auriez souhaité, même si ce n'est pas à moi de vous poser des questions? C'est là où je vous dis toujours que le médiateur, lui, ne met ni à jour, ni à l'index. Nous ne pouvons pas prendre les armes pour nous attaquer à une partie. Faites ceci, faites cela, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas cela. Nous, notre rôle, c'est de mener le plaidoyer. Et je profite vraiment de votre plateau pour appeler les uns et les autres. D'abord, à cesser avec les violences. Si vous voulez que je m'adresse particulièrement à l'AFC M23, je crois que le M23 doit se rendre compte que beaucoup de vies ont été fauchées en République démocratique du Congo. Et moi, ça me gêne que même à Washington, tout ce qui est passé au devant, c'est la sécurité d'un pays voisin. Donc c'est la sécurité d'un pays voisin qui n'a jamais été agressé, qui a été brandi pour justifier cette guerre qui nous frappe dans notre pays et dans notre chair. Ça, c'est le message que je passe au M23. En même temps, aux institutions de la République. Je dis, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Je rappelle encore que toutes les guerres se terminent autour d'une table. Et je dis qu'on ne négocie pas avec les gens qui ne vous ont rien fait. Si on négocie entre partis, ça signifie que les partis estiment ou prétendent qu'ils se sont fait du mal. Et c'est pour cela qu'on en parle. Je crois que si on a un bon médiateur, un médiateur neutre, on verra des prétentions fantaisistes, mais on verra des problèmes légitimes. Le tout, c'est d'en parler. Et en parler, ce n'est pas une faiblesse. Ça, je le réitère. Et surtout qu'il faut couper l'herbe sous les pieds de ceux qui viennent là-bas. L'agression est là. Moi, je ne suis pas dupe, madame. J'applaudis les efforts de la communauté internationale. Mais je ne suis pas assez dupe pour ignorer que c'est la communauté internationale qui est derrière les pays voisins que nous indexons comme agresseurs. C'est les mêmes qui les arment. C'est les mêmes. Vous avez dit vous-même qu'il y a des condamnations, il y a ceci, mais c'est au bout de l'heure. Pourquoi on attend? J'ai suivi notre excellente ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. Madame Thérèse Kaikwamba, que je félicite en passant, qui a fait un plaidoyer qui m'a arraché une larme. Elle dit, on va attendre. On a parlé, dénoncé, condamné pendant combien de temps? Combien de morts et combien Voilà, elle a dit. Mais au final, quelle est la décision qui est venue du Conseil de sécurité? C'est les mêmes condamnations. Toujours des appels. Toujours des appels. Alors, vous voyez. Et ça énerve le Congolais, ça. Et ça nous interpelle. Essayons de faire ce que nous pouvons. Alors, vous avez interpellé le M23, l'AFC. Alors, aujourd'hui, il y a certains qui pointent, même si vous ne voulez pas que je parle de Joseph Kabila Kabonge, mais vous le savez, il a été condamné parce qu'on l'accuse d'être numéro 1 de l'AFC M23. Et à lui, vous n'avez rien à lui dire? Non, les affaires de justice, nous, on ne se mêle pas. Nous, les affaires de justice, on ne se mêle pas. Quand la justice a fait son travail, il y a d'autres mécanismes qui peuvent régler ça. Mais moi, si j'ai quelque chose à demander au chef de l'État aujourd'hui, lui personnellement, j'ai le privilège d'avoir rencontré plus d'une fois le chef de l'État. Je sais que c'est un homme de paix. Vraiment, le chef de l'État, c'est un homme de paix. Ce que je peux lui demander maintenant, c'est de prendre toutes les ressources à sa disposition
pour essayer de voir partout où se trouvent les Congolais. Partout, ceux qui peuvent apporter quelque chose. Mais ce n'est pas ce qu'il a cessé de faire. On l'a vu tourner, aller à gauche, à droite, appeler même les Congolais à l'unité, à être un pour protéger la République démocratique du Congo. Mais moi, le chef de l'État ne peut pas m'appeler parce que je ne suis pas en conflit avec eux. Je parle de personnes qui posent problème. C'est cela. Okay. Il faut que le chef de l'État... Quelle personne pose problème? Mais ceux qui ont pris les armes, ce sont des Congolais. Okay. Hein? Si le chef de l'État parvient à arracher ces gens-là de la complicité avec le Rwanda, ça sera un problème résolu. Tshisekedi appelle Corneille Nangaa. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, madame, si cela peut apporter la solution? Nous avons dit on convoque les dialogues. À l'issue du dialogue, il y aura une commission vérité et réconciliation. Mais la vérité, quand la vérité va éclater, il y a des mécanismes. Tout celui qui a fait du mal, il va... S'il vous plaît, je termine parce que vous avez beaucoup insisté sur cette question et moi, je n'ai pas voulu l'aborder. Vous savez que même Dieu qui nous a créés n'a pas créé le monde en un seul jour. Le problème avec les Congolais, c'est qu'ils veulent tout étaler, ils veulent tout mettre, ils veulent parler de tout. Nous, on essaie de se réserver pour aller étape par étape, mais ça ne passe pas avec les Congolais. Ah, ça ne passe pas avec les Congolais. Ça ne passe, mais les Congolais veulent tout mettre sur la table au même moment et ça n'apporte rien. Par contre, ça pousse les gens à se recroqueviller sur leur position. Moi, ce que je vous dis, faisons les dialogues dès que cela est possible. Donc, je peux appeler le chef de l'État à voir si c'est possible d'envisager le dialogue. Et du reste, nous, dans notre proposition, et je crois que même quand on a parlé avec la SENCO et le CC, nous avons trouvé qu'il fallait mener des activités avant le dialogue. À quel genre d'activité? Si nous pouvons commencer, des ateliers par exemple, madame, des ateliers, des experts. Hein, parce que si nous allons au dialogue sans avoir organisé ces ateliers au préalable, ça peut nous prendre une année. Okay. Et quand ça va nous prendre beaucoup de temps, on va basculer sur ce qui est facile. Et ce qui est facile, c'est de voir les aspects politiques, partager les pouvoirs, et le reste, on dira, on y reviendra. Alors, pour éviter cela, nous avons, et là, vraiment, il y a eu une convergence de vues avec la SENCO et le CC. Nous avons vu des actes. Par exemple, un atelier pour nous demander pourquoi, après chaque accord, nous retombons et nous recommençons. Alors, quelles sont les causes profondes de nos divisions? Pourquoi les conflits communautaires résurgissent toujours? Ainsi de suite. C'est autant d'activités. Idriss Katenga, le problème de Corneille Nangaa est connu. Corneille Nangaa a été frustré lorsqu'il a vu ses carrés miniers être récupérés, selon certains, selon lui-même, par les membres du parti au pouvoir. Aujourd'hui, si Félix Antoine Tshisekedi prenait son téléphone pour appeler Corneille Nangaa, ce n'est pas une façon d'encourager les Congolais de faire de même lorsqu'ils sont frustrés? Je ne veux pas répondre à cette question. Pourquoi? Non, parce que ce n'est pas important. Encore une fois, je vous ai dit autant de fois que je ne veux pas particulariser. Non, c'est vous qui avez demandé au président de la République d'appeler les Congolais qui sont frustrés. Alors, vous croyez que Corneille Nangaa est le seul Congolais qui est frustré, qu'on peut appeler? C'est juste un exemple. Ils sont très nombreux. Oui, c'est un exemple. Un mauvais exemple. Un mauvais exemple. C'est une question qui vous met Oui, de toutes les façons, ce n'est pas à moi de mettre, d'élaborer la liste de ceux qui vont participer au dialogue. Et même si le pouvoir m'était donné, ce n'est pas sur votre plateau que je le ferai. Alors, dites-nous, ce dialogue que vous proposez se tiendra où? Le dialogue, ça c'est... C'est pas encore décidé? Ce n'est pas une question importante. Le dialogue peut se tenir chez nous. À Kinshasa? À Kinshasa ou dans une autre ville. Mais à une condition, que les gens se fassent confiance. Mais s'il y a un problème de confiance qui se pose, mais comment créer le dialogue peut se passer en Afrique, partout ailleurs en Afrique. Mais comment créer cette confiance? Parce que vous êtes conscient que maintenant là... Il y a des mesures qu'il faut prendre. Les mesures qu'il faut prendre, la première, que le M23 nous dise aujourd'hui, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et je suis content que quand il parle de lui, il le considère toujours comme président de la République. Ça, c'est une bonne chose. Ils disent tout, mais ils savent que c'est lui le président. Ils disent aujourd'hui, bon, nous nous engageons aujourd'hui à arrêter la lutte armée. Nous attendons de parler pour régler les problèmes.
Je crois que c'est ce que le président de la République demande. Alors, du côté du président de la République, il a dit, bon, voilà, il va annoncer des mesures, ce que nous avons appelé des mesures de confiance. Dans la feuille de route, nous avons parlé des mesures de confiance. Donc, il y a des mesures de confiance qui doivent être rassurées, des mesures de nature, des mesures susceptibles à rassurer tous ceux qui seront appelés. Rassurer comment? Non, vous ne serez pas arrêtés, venez. Par exemple, rien ne vous arrivera. Parce qu'il n'y a pas que Corneille Nangaa, il y a des opposants non armés qui sont en exil, ainsi de suite. Tout cela compte, vous savez. Mais vous parlez des opposants en exil alors que personne ne les a exilés. Ils ont eux-mêmes choisi d'aller rester là-bas. Bon, ça c'est ce que vous dites. Nous, comme médiateurs, on ne ressasse pas la rhétorique des partis. Moi, je ne peux pas me mettre à répéter la rhétorique des partis. Ok. Allez-y. À part cette mesure, quoi d'autre? Bon, je crois que principalement, c'est ça, s'il y a la confiance. Mais comme le problème des Congolais, c'est la difficulté, c'est de se faire confiance. Je crois que ce n'est pas malvenu d'aller tenir le dialogue en dehors du pays. En dehors du pays. Ok. Alors, Idriss Katenga, aujourd'hui, déjà avant la signature de l'accord, au regard de ce qui s'est déjà passé, il y a 2 voix qui s'étaient levées pour dire Kagame n'est pas digne de confiance. Et les Congolais se rappellent aujourd'hui que lorsque Goma était tombé sous le règne de Joseph Kabila Kabange, Obama, alors président des États-Unis d'Amérique, juste avec un appel téléphonique, tout s'était arrêté. Alors, les Congolais se posent la question. Pourquoi, après même cette signature, le Rwanda reste toujours tête haute? Et on va se rappeler que ces jours-là, le Rwanda avait dit s'il y a violation, ça ne sera pas Donald Trump, mais ça sera la RDC. Je pense que vous avez suivi ça. Ça sera les partis. Ça sera les partis. Ça sera le Rwanda et la RDC. C'est comme si le Rwanda savait déjà ce qui devrait arriver. Alors, est-ce que vous êtes aujourd'hui d'accord avec cette opinion au regard de tout ce que je viens de décrire? C'est mon opinion. Moi, mon opinion, c'est que le président Kagame n'est pas digne. Il n'a jamais été digne de confiance. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui conclure que Kagame est vraiment des mèches? Parce que hier, les gens doutaient avec ce qui se passe actuellement, est vraiment des mèches avec Donald Trump. Si un appel téléphonique de Obama avait tout arrêté, c'est que les États-Unis restent la grande puissance. Je ne peux pas aller jusqu'à tenir un tel propos. Vous savez, l'échelle diplomatique est gérée par les institutions, en l'occurrence le président de la République. Si le président de la République fait confiance au président Kagame et au président Donald Trump, il ne m'appartient pas à moi de dire que le président Donald Trump n'est pas digne de confiance. Ok. Vous le dites en tant que médiateur. Je le dis en tant que médiateur, mais je le dis également en tant que citoyen. Puisque le président de la République et le gouvernement de la République font confiance au président Donald Trump, et moi également, je fais confiance au président Donald Trump. Alors, dans votre travail, Simé, aujourd'hui, vous l'avez peut-être suivi, on a tous assisté, les Congolais ont vu l'arrestation de certains généraux, alors plusieurs qui sont accusés de gauche à droite. Est-ce que dans votre travail, vous êtes tombé aussi sur ces affirmations que les généraux aujourd'hui sont les premiers traîtres de ce pays? Bon, nous savons qu'il y a beaucoup de traîtres dans notre armée. Ça, nous savons. Mais les traîtres, ce n'est pas seulement dans l'armée. Partout là où nous vivons la corruption, c'est une manière de trahir le pays. Et si au sein de notre armée, il y a des gens qui se laissent corrompre, c'est une trahison. Mais moi, je pense que ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous perdons du terrain. Ce n'est pas la seule raison. Non, ce n'est pas la seule raison. Quelles sont les autres raisons? S'il vous plaît, madame, vous posez des questions extrêmement délicates. Il faut me laisser, me laisser vous donner ce que moi je pense. Je disais donc que je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de corruption. Je ne peux pas innocenter les officiers qui sont arrêtés. Mais moi, je pense que ce n'est pas la seule raison. J'ai vu, il y avait un officier, Munyamulenge, que l'état-major général, sur lequel l'état-major général a fait confiance et que l'état-major a envoyé à Uvira. Tout le monde a refusé, tout le monde non, il ne peut pas venir ici. Cette situation avait créé même une psychose. Oui, voilà, si lui il vient ici, Uvira va tomber. Et
pour ne pas être en contradiction avec la population, avec l'opinion, l'état-major a relevé cet officier. Bon, voilà. Et si cet officier était à Uvira au moment où Uvira est tombé, qu'est-ce qu'on allait dire? Vous voyez? Donc, encore une fois, nous sommes en train de cibler les individus. C'est pour cela que je dis qu'on doit nous interroger en profondeur. Sommes-nous prêts pour faire la guerre? Remplissons-nous toutes les conditions? Je crois que c'est là qu'il faut s'interroger. C'est là qu'il faudra s'interroger. C'est là qu'il faudra s'interroger. Mais ce sont des questions stratégiques, ce sont des questions de sécurité. Moi, je ne peux pas me permettre de les aborder sur votre plateau. Alors, c'est complètement fini, mais cette question, Idriss Katenga, déjà au regard de ce qui se passe, on voit que l'évêque Dodo Kamba, qui avait déjà aussi une initiative, n'est pas du tout d'accord avec votre initiative aujourd'hui, même si vous regardez dans une même direction avec le couple ECC-Senko. Que comptez-vous faire pour que toutes les confessions religieuses accompagnent cette initiative? D'abord, je n'ai pas entendu l'évêque Dodo Kamba exprimer son désaccord avec notre initiative. Bon, la seule fois où j'ai appris des choses, c'est comme vous avez dit, sur l'approche, lui voudrait qu'on commence par mettre. Mais là, c'est déjà aussi un problème. Pardon? C'est déjà un problème. Oui, c'est déjà un problème. Oui, mais là, je vous ai déjà donné. Peut-être expliquer. Je vous ai déjà donné l'explication, je vous ai déjà dit. Oui, vous avez expliqué, maintenant que comptez-vous faire? Parce qu'il faudra que tout le monde soit d'accord, l'unité d'abord. D'accord. Ouais. Nous avons produit une feuille de route et la feuille de route prévoit un plaidoyer envers toutes les parties prenantes. L'évêque Dodo Kamba, c'est une grande personnalité religieuse, c'est un grand leader religieux dans notre pays qui a aussi des gens derrière lui. Je crois que le moment venu, on va prendre langue avec lui pour lui expliquer comment les choses se passent. Et puis, vous savez, en matière de médiation, il faut avoir une certaine technicité. On ne s'improvise pas médiateur quand on veut. Donc, il y a ce problème d'approche. On n'a jamais mis une commission réconciliation avant le dialogue. Non, sinon, à quoi servira le dialogue? Déjà, c'est bien parce que vous prévoyez quand même le rencontrer au moment voulu. Ben oui, c'est une personnalité qui compte. L'archevêque Dodo Kamba, c'est une personnalité qui compte. Je ne veux pas vous dire le contraire. À part cette initiative, est-ce que vous comptez faire autre chose ou en attendant peut-être que le président de la République donne son feu vert pour ce dialogue? Non. Par rapport à parce que la situation qui est en train de se dégrader, vous avez déjà fait un pas, la feuille de route est déjà sur la table du président. Ce que nous faisons maintenant. Est-ce que vous envisagez faire autre chose? Oui, tout simplement les plaidoyer envers les parties prenantes pour les inciter à se prononcer le plus tôt possible. Vous êtes réveillé après la dégradation de la situation ou Nous n'étions pas en hibernation, madame. Nous faisons les plaidoyers, mais on ne fait pas. Vous savez, la méthode d'un activiste est différente de la méthode d'un médiateur. Un médiateur ne crie pas à la place publique. Il ne dénonce pas, il ne fait pas de déclarations. Un médiateur approche les parties et discute avec les parties prenantes. Tandis qu'un activiste, lui, dénonce, il fait du bruit, ainsi de suite. À chacun sa méthode. Idriss Katenga, c'est complètement fini pour ce numéro. Alors, vous avez quelques minutes pour vous adresser à la population qui vous a suivi. La population, je vais demander tout simplement d'abord d'appuyer les institutions de la République qui se battent pour le retour de la paix dans notre pays. Mais la meilleure façon d'appuyer les institutions de la République, c'est de renoncer à tous les actes de violence. Tous les actes de violence au niveau de la communauté. Arrêtons de nous considérer comme des boucs émissaires. Arrêtons de nous considérer comme des boucs émissaires. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas les uns sur les autres. Je crois que nous devons nous parler et ce sera ça l'avantage du dialogue. Je crois qu'on doit faire participer toute notre opinion à la réflexion sur ça de manière à construire plus solide. Une bonne fois pour toutes. Alors merci bien. Je rappelle, mesdames, messieurs, que notre invité de ce jour, Idriss Katenga, est président de la commission d'intégrité et de médiation électorale, CIME. C'est déjà même la fin de l'année. En un mot, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de votre mandat? Notre mandat, c'est la médiation.
Et dans la médiation, nous ne trions pas qui est bon et qui est mauvais. Nous allons avec tous, parce que nous savons que personne n'a le monopole de la faute, personne n'a le monopole du bien. Tour à tour, nous nous trompons. Nous tombons dans les travers, nous commettons des fautes. Et comme nous avons toujours dit, tomber, ce n'est pas la fin. Mais il faut se redresser. Alors, depuis que vous êtes président, quelles sont les actions qui caractérisent votre mandat pour cette année 2025? L'année 2025, c'est principalement cette initiative, madame, qui est une grande initiative, parce qu'elle est née, sa naissance a coïncidé avec tout ce que nous vivons à l'Est, et nous sommes focus sur cette situation. Alors, meilleurs vœux. Bonne année à vous, joyeux Noël. Merci et un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau, et merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, Madame Kambaja. Madame, Messieurs, c'est complètement fini. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas de nous écrire via ce numéro affiché. Et merci de continuer à nous faire confiance. Meilleurs vœux. Au revoir. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro.